Pour ce nouveau récit de vie de Gatéméry, j'ai eu une conversation à bateau rompu avec Axel Tessandier, dont le parcours est assez singulier. Je vais vous faire une intro un peu plus longue que d'habitude pour vous mettre un peu dans le contexte. Issu d'une famille bourgeoise parisienne, Axel est une bonne élève qui aspire à aller à Sciences Po. Mais elle rate le concours 4 fois de suite, elle galère à trouver du travail en France et commence sa carrière à Londres où elle se fait virer de son premier job. Commence donc une longue traversée du désert jusqu'à ses 28 ans où elle rejoint un programme de Google à Berlin qui lui ouvrira les yeux sur le monde. Elle part vivre son American Dream à la Silicon Valley où elle restera pendant 5 ans avant de rentrer en France juste après les attentats de 2015. Le retour est dur, elle est séparée de son mari et entre dans une vraie quête de soi. Et là, d'une manière un peu surprenante, et vous allez découvrir comment dans l'épisode, elle se retrouve embarquée dans la campagne d'Emmanuel Macron, En Marche, qui deviendra son engagement pendant plusieurs mois. Mais la politique ne l'appelle pas, comme elle le dit, et se dédie à son propre sweet spot, qui est la création. Cette conversation est particulière, car on évoque beaucoup de sujets, de la connaissance de soi à l'engagement collectif, en passant par la thérapie, car Axel a eu à régler des blessures d'enfance, dont il parle plus longuement dans son livre, dont je vous mets les références. J'ai absolument adoré cet épisode d'un autre genre. J'aurais pu rester encore des heures avec Axel, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Axel Tessandier. Salut Axel. Salut Enger. Écoute, merci beaucoup de prendre le temps de venir ici pour qu'on fasse l'épisode toutes les deux. Merci à toi de m'avoir invitée. Je t'en prie, ça me fait très très plaisir. Alors, je te le disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de mal à préparer l'interview parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui résonnaient dans ton parcours et aussi, enfin, je trouve qu'on a beaucoup de similitudes sur le fait de partir à l'étranger, de se chercher, de revenir, de se reconnecter, enfin bref, trop de choses. Et je me suis dit qu'il fallait que je commence par quelque chose et j'aimerais commencer par ton engagement politique. Ah, c'est drôle que tu veuilles commencer par ça. Je veux commencer par ça. Je veux commencer par ça parce qu'aujourd'hui, je parle à beaucoup, j'ai échangé avec beaucoup de personnes dans les entreprises, etc., qui me disent, ah, mais moi, je suis pas en phase avec la valeur de cette boîte, pour ci, pour ça, regarde ce qu'ils font. Et quand je pose la question, toi, quelles sont tes valeurs personnelles? Ça bug, tu vois. Okay. Et du coup, je sais que la politique en tant que telle, politico-politicienne, elle t'intéresse pas. En revanche, ce que t'as fait, c'est quelque chose qui t'a beaucoup apporté. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup? Comment l'opportunité est arrivée? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu étais déléguée nationale d'En Marche il y a 5 ans. Voilà, il y a 5 ans. C'est fou d'ailleurs quand tu y penses. Que voilà. 2016, même, tu sais, j'ai été déléguée nationale en 2016. Ouais, ok. Donc là maintenant, on est en 2022. Du coup, c'est fou parce que c'est un truc qui date d'il y a 6 ans, 5-6 ans. C'est ça. C'est dingue parce qu'on m'en parle encore, alors qu'en fait, moi, j'ai quitté ça assez vite. C'est-à-dire que mon engagement politique, c'était une campagne, en réalité. Je pense parce qu'une campagne, ça me correspondait. En plus, moi, je venais de rentrer. C'était un moment très compliqué pour moi, où je me cherchais, où je voulais faire quelque chose de plus grand que moi, je pense, pour justifier mon retour au pays. Oui. On va en parler tout à l'heure. Parce que du coup, c'était un moment un peu compliqué. Et en fait, le fait qu'ils viennent me chercher, donc c'est l'équipe d'Emmanuel Macron, en fait, qui est venue me chercher, qui avait une vidéo en ligne sur YouTube. Où j'étais dans un débat sur numérique, inégalité et emploi. Et en fait, donc il y avait un député, un économiste et Mounir Majoubi, qui était président du Conseil national numérique à l'époque. Et en fait, ils ont vu la vidéo en ligne et j'ai reçu un coup de fil comme ça de Ismaël Emelien. Je connaissais une seule personne à Bercy qui travaillait avec Macron. Et en fait, cette personne m'a dit, je pense que tu vas peut-être avoir un coup de fil de quelqu'un qui commence à travailler sur En Marche, etc. Je dis bon, ok. Puis moi, en fait, je venais de rentrer en France en janvier 2016. Et en fait, donc il y a eu les jeunes avec Macron. Donc c'était eux qui organisaient ce débat qui était censé être apolitique. J'adore. Ouais. Ils avaient invité des experts indépendants. En fait, ça s'appelait les jeunes avec Macron, mais ils disaient, voilà, vous n'êtes pas obligés, on peut vous présenter en tant qu'expert indépendant. Je dis, je m'en fous. Enfin, je me suis dit, à partir du moment où tu dis oui, je lui dis, écoutez, de toute façon, moi, je l'aurais pas fait pour les jeunes avec je sais pas qui. Je regarde ce qu'il fait. Il avait pas encore monté En Marche. Moi, je rentrais des États-Unis. Je connaissais. En fait, je suivais de loin. Moi, je l'avais croisé à Austin au South by Southwest Festival. J'étais attentif à ce qu'il disait, mais j'étais pas du tout encore engagée. Et en fait, c'est cette vidéo de ce débat des jeunes avec Macron que Ismaël Emelien a vu, et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté, genre en mai ou en juin.
Mais je crois. Et puis moi, j'étais encore tellement dans un marasme personnel et affectif terrible. Ça, on va en parler après. Du coup, quand Ismaël m'a appelé, je savais pas du tout qui c'était, donc je l'ai googlisé en même temps qu'il me parlait au téléphone. Et je vois bras droit, Emmanuel Macron, machin. Je me dis ok. Et là, en fait, on fait un rendez-vous dans un jardin, au jardin du musée Picasso. On me souvient. Sympa. Et je lui dis ouais, parce que moi j'adore donner rendez-vous dehors en fait. Et je suis pas du tout quelqu'un qui est faite pour être dans un bureau. Là, il fait froid, donc on va rester là. C'est vrai, mais tu sais, j'ai tendance, je peux proposer des rendez-vous jusqu'à tard, jusqu'à octobre, dehors. Et en fait, du coup, je lui dis, on peut se retrouver dans un jardin pour prendre un café, etc. Puis en fait, on a discuté pendant 3 heures. Génial. Puis là, je me suis dit, si je sens pas le mec, j'irai pas, parce que moi, je suis vraiment une affective. Je suis vraiment quelqu'un qui marche au feeling humain, etc. Et puis, je sais pas, on a discuté pendant 3 heures de plein de trucs. Et en fait, il voulait me demander de présenter, d'être le speaker, enfin, la personne qui allait parler pour lancer le meeting. Alors, maintenant, on s'en souvient plus, mais c'était un gros truc quand même à ce moment-là, parce que tout le monde pensait qu'il allait annoncer sa candidature ou quitter le gouvernement à la Mutualité le 12 juillet 2016. Oui. Et en fait, c'était un truc, t'avais 300 journalistes accrédités, etc. Et il me dit, donc tu vas être un peu la madame loyale, tu nous fais un truc un peu à la tête, j'ai l'impression que tu sais faire ça, t'as habité aux États-Unis, etc. J'étais là, mais c'est des malades. Et j'étais là, ok. Donc moi, j'avais déjà pris pas mal la parole en public, mais j'avais jamais fait ça dans un meeting politique. Politique, en fait. Ouais. Et donc je leur dis bon, il faut quand même que je m'inscrive à En Marche si je fais ça. Et il dit bah c'est mieux. Je dis écoute, j'ai pas encore cliqué. Réfléchi, oui, c'est clair. Ouais. Et en fait, j'ai dit écoute, c'est ça que je vais raconter sur la scène en fait. Je vais raconter pourquoi je clique, pourquoi je vous suis. Et puis en fait, c'est parti comme ça. Mais moi, j'ai jamais eu l'impression de rentrer en politique. J'ai jamais eu l'impression de faire un truc qui allait changer ma vie. Je ne pense jamais comme ça mon existence. D'ailleurs, j'ai vraiment eu l'impression d'écouter mon intuition, et puis je te dis, il y avait quand même l'envie. J'ai l'impression que eux m'ont utilisé, mais que moi aussi je les ai utilisés en fait. C'est-à-dire que il y avait vraiment moi j'étais un bon storytelling pour eux, je pense. Le côté 50 Silicon Valley qui rentre, enthousiasme, c'est en Europe que ça se passe, vive la France. La Silicon Valley n'a pas le monopole et tout. Ça, ouais. Je pense que tout ça, qui était d'ailleurs, j'en rigole, mais qui était un vrai discours de ma part. Moi, j'étais très heureuse de rentrer. Je voulais rentrer. Moi, j'avais vraiment une fin de cycle dans la Silicon Valley. J'avais enlevé toutes mes lunettes roses. C'est bon. J'avais compris que Twitter, Facebook, etc. Moi, j'avais l'impression que les bad guys, c'était la finance à New York. Et puis nous, quand moi, je suis arrivée en 2010-2011 dans la Silicon Valley, les good guys qui allaient changer le monde, etc. Ouais. Digital hippie, c'était exactement ce que je disais. C'était là-bas, et puis en fait, on en est vite revenu quand on a même vu le drame que ça peut être démocratiquement. Bien sûr. Et du coup, moi, j'étais là, voilà, il y a vraiment un autre discours et un monopole qu'ils n'ont pas et qu'il va falloir réinventer. Donc, je pense que moi, je correspondais à un truc qui correspondait à quelque chose pour eux. Et moi, j'avais tellement besoin d'eux quand je suis rentrée pour faire quelque chose de plus grand que moi. Et je pense que d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se sort de... Ouais. Enfin, on va en parler, j'imagine, mais il y a la connaissance de soi, et le travail sur soi. Et moi, je pense qu'il faut toucher le fond de la piscine. J'en suis persuadée, il n'y a pas le choix. Mais quand on doit chercher un truc, quand on doit aller chercher de la force et de la joie, je pense que quand même, ça passe par un truc avec l'autre, en fait. D'ailleurs, je pense que les fonds de la piscine sont très souvent liés à une perte de place, une perte de repères, une perte de sens, une perte de mais qu'est-ce que je fous là, qui je suis, et qui amène à un sentiment de solitude ou de non-appartenance, en fait. Complètement. Et du coup, ils m'ont vachement aidé. Moi, j'avais perdu. Du coup, tu faisais quoi, tu vois, quand tu t'as fait ce discours-là, et ensuite t'étais dans la campagne. Ah bah oui, moi j'étais moi je me fous des titres dans ma vie. Vraiment, je me fiche, je me bats pour vivre dans une vie sans titre, sans carte de visite. Je comprends. Sans Donc quand ils m'ont filé ce titre délégué national, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, bref, voilà. Rien, moi je m'en fichais parce que après on était 9 délégués nationaux, je pense que chacun d'entre nous l'a fait avec qui il était, sa personnalité, etc. Et puis moi je suis nulle en hiérarchie, je supporte pas les hiérarchies, etc. Donc moi j'ai juste compris qu'ils me mettaient en représentation. C'est-à-dire que moi j'ai longtemps cru que j'allais les aider sur la campagne numérique. C'est-à-dire j'ai longtemps cru que j'allais les aider à faire des trucs cool en ligne, etc. Donc beaucoup plus technique, quoi. Non, plutôt en back-office, c'est-à-dire plutôt être au QG beaucoup, et ça. Et puis lui, il dit, non, en fait, c'est pas du tout ce qu'on va te faire faire. Hein. On va vraiment... Oui, t'es la vitrine, quoi. T'es la vitrine. Alors que moi, je pensais vraiment que j'allais pas du tout être dans la vitrine. Et en fait, c'est que eux, ils avaient repéré un truc probablement qui était que j'étais faite pour être dans la vitrine. Je le dis pas du tout de façon prétentieuse, mais qui est... T'aimes bien parler quand t'es convaincu, à mon avis, ils sont plus intéressants, plus intéressants de la mettre comme
comme un espèce de moteur pour la campagne et qui parle aux gens pour parler des idées, pour les convaincre, etc. Parce que moi, quand je suis convaincue de quelque chose, t'es à fond. Je suis à bloc. Là, tu vois, je te sens. Je suis vraiment à bloc. Faut la voir, hein, elle bouge et tout. Mais du coup, je pense que ça, ils l'ont vu, en fait. Ils l'ont vu, ils se sont dit, cette meuf, si elle est convaincue d'un truc, elle va pouvoir, parce que dans la campagne, il y a un côté qui même me suivent. Bien sûr. Il y a un côté ensemble. Rassembleur, fédérateur. Il y a un côté aller, tu sais, se rallier au panache, quoi. Et du coup, moi, j'étais vraiment là-dedans, pas du tout dans un truc hyper, oh là là, il est incroyable, etc. Mais moi, je pense que j'avais trouvé détaché, ouais. En fait, non, il faut que tu respectes le mec pour qui la personne pour qui tu fais la campagne. Bien sûr, oui. Moi, j'ai jamais eu l'impression de bosser pour lui, hein. C'est vrai? Non, jamais. J'ai jamais été salariée d'En Marche, hein. J'ai jamais été payée par En Marche. Jamais. Jamais été payée? Jamais. Moi, c'était 100% bénévole, ce qu'on appelait un engagement bénévole politique. Ok. Je n'ai jamais été payée, je n'ai jamais été salariée. Oui, du coup, c'était pour toi, en fait. Oui, enfin, je veux pas être trop grandiloquente, mais c'était pour mon pays. Bah oui. J'avais l'impression de faire un truc pour mon pays. En fait, j'avais un peu cette conviction. De toute façon, si j'avais pas été convaincue, j'aurais été incapable de le faire. Bien sûr. Mais en fait, j'avais cette conviction que je faisais un truc hyper puissant pour mon pays, que je faisais un truc auquel je croyais, et que moi, j'allais me trouver là-dedans. J'allais me retrouver, parce que je m'étais perdue, et qu'en fait, en reprenant confiance, en me voyant faire des choses que je ne savais pas être capable de faire, en retrouvant une énorme communauté de milliers de personnes. C'est ouf. J'allais puiser de la force, en fait. J'allais puiser de la force pour moi me remettre sur pied. Parce que quand j'atterris à Paris le 1er janvier 2016, après 5 ans loin de la France, je suis Bambi, moi. J'ai tout quitté, mon appart, mon mari, ma vie, tout. Donc moi, je suis dans un état de vulnérabilité et de fébrilité qui est immense, hein, mais vraiment immense. Et donc je me dis, il faut dans ces moments se respecter, donc trouver la balance pour pas trop forcer le truc, parce qu'il faut vraiment se remettre sur pied, et en même temps s'exposer un peu, c'est-à-dire aller s'exposer aux bonnes choses. Oui, aux bonnes choses et pas de s'exposer aux bonnes choses en se disant ça va me faire du bien. Il y a une personne en fait, ma thérapeute il y a des années, elle m'avait en fait, moi j'ai jamais fait de psychanalyse, etc. sur le divan et tout. Par contre, j'ai fait beaucoup de TCC, de thérapie comportementale. Comportementale. Je veux dire et du coup, une fois, elle m'a posé une question. Elle me dit, c'est quoi vos valeurs? Je dis, quoi? Elle me dit, je vous parle pas du bien, du mal, etc. C'est pas du tout la question que je vous pose. Exactement, elle me dit, qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein? Qu'est-ce qui apporte de la joie? Mais vraiment, elle dit vraiment le mot pur de joie, de vibration. Puis moi, je dis, je crois, apprendre, inspirer, partager, créer, être utile. Et donc, elle me dit, ok, donc ça, c'est vos 6 valeurs vraiment cardinales. C'est vous. Dès que ça va pas, vous vous redirigez vers vos valeurs. Et en fait, ça m'a vachement marqué cette question parce que je me suis dit, maintenant, quand je prends une décision pour un truc, je me dis, est-ce que ça va vers mes valeurs? C'est dingue. Et même quand je suis très mal, etc., même s'il faut se respecter et tout, je me dis, est-ce qu'il y a partage, inspiration, être utile, création? Et en fait, j'essaie toujours de noter quelque part ces 6 valeurs cardinales parce que c'est qui tu es. En fait, c'est ce qui va te remettre aussi un peu. Mais ça peut être des choses très différentes pour les autres. Oui, non, mais j'en parle beaucoup sur ça ce peut être podcast, la famille, ça peut être. Je parle de sweet spot, moi. C'est vraiment l'endroit où tu t'étais bien. Et dans le sweet spot, moi, j'ai ce truc. J'ai le même comme toi. Par contre, moi, je crois qu'on a un en commun. C'est la curiosité. Moi, c'est la curiosité. Oui, mais là, c'est différent parce que la curiosité, c'est ce que tu dirais être un de tes talents. Ce qui est un peu différent. Je sais pas si c'est mon talent, mais tu vois, la curiosité, pour moi, je le mets dans l'apprentissage. Tu vois, le fait d'apprendre. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Aimer apprendre. Aimer apprendre. Moi, le partage, c'est mon 2e. Et mon 3e, c'est l'accomplissement. Le fait de pouvoir, de partir d'un point A à un point B. Te voir grandir. La progression. Te voir grandir. La progression. Ça, c'est très important parce que. C'est hyper important ce que tu dis. Surtout qu'en fait, je pense que sans que toi, tu le saches, le cerveau, il prend en note, en fait. Absolument. Quand tu grandis dans quelque chose, je pensais pas que j'étais capable, je sais pas, de faire ça, d'écrire un livre, de parler devant 25 000 personnes à Bercy, tu vois, des trucs où t'as envie de dire non. Puis en fait, tu te dis, j'ai quand même envie de le faire, donc je suis tétanisée, j'ai la peur, mais de l'autre côté de ça, il y a un apprentissage, il y a quelque chose que je saurais faire avec ça. Alors, je dis pas qu'un jour je reparlerai devant Bercy, que ça m'est utile d'avoir dépassé cette peur, mais ça n'empêche. Ça n'empêche, tu dis, voilà. Et puis, surtout, de kiffer. Moi, je me souviens, juste avant de monter sur scène à Bercy, j'étais tellement tétanisée quand même. Franchement, ils m'ont prévenu la veille et tout. Enfin, je l'ai raconté 1000 fois, donc je veux pas le raconter. Mais je sais pas si j'ai raconté que j'étais tellement tétanisée
qu'en fait, j'oubliais de kiffer. J'oubliais de me dire, attends, oui, tu vas quand même, je vois très bien. Tu vas quand même être sur une scène à partager ça en quoi tu crois, devant des gens qui sont en bienveillance avec toi. On est tous dans le même truc depuis des mois. Et donc, avant de monter sur scène, j'ai pris je demande un bic, tu vois, là, quand on a devant nous, je dis, quelqu'un veut me trouver un bic, etc. Et puis quelqu'un m'apporte un bic. Et j'étais dans la fosse, j'allais monter, tu vois. Et je marque dans le creux de ma main, kiff. Et tu le regardais. En fait, il y a des mots que j'arrête pas de m'écrire dans la main. Je sais pas, accueil, acceptance, and so what? Quand je me fais une espèce de montagne. Ouais, de montagne, bien sûr. De plusieurs trucs et tout. Mais c'est un toc que j'ai en fait, donc, avant Bercy, quand même, faut que tu vois, je regardais pas tout le temps. Mais à mon avis, c'est comme quand t'as un tatouage qui te rappelle, qui te rappelle quelque chose. Et donc, c'est un toc que j'ai depuis longtemps, en fait. Et donc, quand j'ai demandé le bic, je leur dis, je savais ce que j'allais écrire. J'ai dit, putain, je suis tellement pardon pour le gros mot. Je suis tellement c'est pas grave. On est libre. J'ai l'impression, tu sais, je regarde tellement de YouTube, tu sais, j'habitais 5 ans aux États-Unis. Ouais. Et donc, parfois, j'ai mes références je trouve que je regarde beaucoup plus de talk shows ou de shows américains ou de discussions. Qu'avant, d'accord. Non, américaines depuis. D'accord. Donc, par exemple, moi, j'adore John Oliver, j'adore Jimmy Kimmel, j'adore Jimmy Fallon. Je regarde jamais ces émissions en France. Et du coup, je pense que j'ai un espèce de réflexe qui est comme tu sais, il bip le monde. Le truc, tu te dis, en fait, mais c'est horrible, les États-Unis, tu peux. Bah oui, tu peux non, rien mais dire. Ils sont trop chelous. Parce que tu peux pas dire, tu peux rien putain dire. ou merde. Non, tu peux rien dire. Mais, ils montrent des trucs à la télévision Incroyable, oui. où t'as un gamin, là, c'est quand même horrible ce qui est arrivé, le verdict, oui. Avec un gamin de 17 ans, c'est ça les États-Unis, hein. C'est pour ça que c'est quand même un pays très étrange. Mais bref, donc du coup, en fait, je le note parce que je voulais pas oublier quand on a très peur, on oublie le désir, en fait. On oublie. Et donc, moi, maintenant, je sais que quand je dis oui, c'est vraiment que j'ai envie. Et donc, j'étais là, j'ai tellement peur que j'ai oublié que j'avais envie de le faire, que j'ai dit oui, pas parce qu'on m'a forcé, pas parce que la campagne m'a dit, Axel, si tu le fais pas, vraiment, t'es une lâcheuse. Non, c'était juste, oui. Il y a 50 personnes enfin non, peut-être pas 50 personnes qui l'auraient fait, j'en sais rien, mais il y a sûrement des gens qui auraient voulu le faire. Oui. Et donc j'étais là, tu as oublié en fait ton envie. Tu as oublié qu'il y a du désir d'être là et de partager ça. Et donc j'ai noté kiff en énorme. Et la vérité c'est que je l'ai jamais regardé quand j'étais sur scène. Mais même l'acte de le faire, c'est déjà fort. Je pense que c'était l'acte de le faire. Et donc en ce moment c'est marrant parce que du coup moi j'ai toujours, ou quand je note quelque chose, donc j'ai toujours un carnet. Moi je crois beaucoup au journaling. Alors j'ai déjà dit beaucoup, mais je pense que non, mais je suis en phase. Moi j'écris tout le temps, tout, et je l'ai tout le temps dans mon sac. Après, tu sais, il y a le truc des 750 mots, tu dois faire 3 pages. Oui, je par trouve jour. Ouais, mais en fait, si tu écris que 10 lignes, moi, je trouve que j'écris tous les jours, mais j'écris peut-être parfois une phrase. Hein. Ça pour te dire que je crois beaucoup à comment on se parle à soi-même, à comment, et en fait, effectivement, moi, après, ça dépend des gens, mais moi, je crois que quand tu demandes aux gens quel est le sentiment le plus dominant chez eux, qu'ils ont du mal à gérer parfois et tout, tu vas avoir la colère, après, chaque émotion est valable. Moi, c'est vraiment la peur. Je suis pas du tout quelqu'un qui a de la colère, moi. Pas du tout. Mais je suis vraiment quelqu'un qui peut être vraiment tétanisé. Et comme en plus, j'ai l'impression que je me mets toujours dans des situations qui me tétanisent en disant, mais pourquoi j'ai fait ça? Alors qu'en même temps, c'est moi. C'est moi qui suis une mendeuse. Tu vois, donc voilà. Mais tout ça pour te dire que délégué national, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ouais. Je ne me suis jamais laissée enfermer dans le titre. Ce que j'ai compris très vite, c'est que c'était d'aller rencontrer les Français pendant la campagne, de le représenter lui quand il pouvait pas y aller. Il m'envoyait sur certaines thématiques précises, qui étaient le numérique, l'égalité femmes-hommes, des choses comme ça, et d'aller à la télévision quand même aussi. Oui, c'est-à-dire d'aller à la télé, défendre le programme, etc. Et puis après, ensuite, tu fais toi avec ta personnalité. Mais le titre, j'en ai jamais rien à faire, et j'ai jamais eu l'impression de rentrer en politique. C'est ça que je veux te dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'étais vraiment dans un truc. Ok, donc il me nomme en novembre 2016. C'est drôle. Novembre 2016, et la campagne se termine en mai 2017. Ouais. Moi, j'étais vraiment dans un truc, ok, donc pendant 6 mois, c'est ma nouvelle mission. Enfin, oui, toi, t'étais vraiment engagée, quoi. J'étais vraiment, mais même pas, j'étais vraiment comme moi, je pense ma vie, en fait. Oui. Ça, c'est mon truc du moment. C'est comme quand j'écris un livre. Ça, c'est mon truc du moment, etc. Ou quand j'ai lancé Wonder. C'est vraiment mon truc du moment. Et en fait, je pensais pas du tout à l'après. Je pensais même pas quelles seraient les conséquences pour moi d'une victoire. Hein. J'étais vraiment dedans. Je crois à ça. Je crois à lui. Et je veux que, sûrement il y a de la naïveté ou peut-être de l'idéalisme, moi j'y crois. Et j'étais vraiment, mais il faut qu'il gagne, ça va être dément. Et donc moi j'étais complètement embarquée physiquement, psychologiquement, intellectuellement là-dedans. D'ailleurs je n'ai pensé que campagne.
Quand les gens te disent que la politique bouffe ta vie, c'est vraiment un truc que j'ai vu. Ouais. Quand je suis rentrée en France, j'étais séparée de mon ex-mari, on n'était pas encore divorcés, on était séparés, lui était encore à San Francisco. Et honnêtement, j'ai pas arrêté de me poser la question, je me dis, bon sang, si lui était pas dans la campagne, ça aurait été de toute façon très compliqué. Il était dans la campagne? Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Lui, il habite à San Francisco depuis 15 ans, et il était pas rentré, enfin, bref, peu importe, mais j'arrêtais pas de me dire, je sais pas comment j'aurais fait pour gérer. Si j'avais lui, exactement, mais même des enfants, etc. Ouais, après, chacun s'y met comme il peut, mais moi, j'avais pas d'enfants. J'étais en instance de divorce et je trouvais ça déjà compliqué. Je trouvais ça déjà compliqué. Alors après, bon, je pense que l'instant de divorce aide pas non plus, mais vraiment, j'avais l'impression de penser campagne, vivre campagne pendant 8 mois. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a, parce que après, ils t'ont proposé, bien sûr, de rester, pour un autre poste, je sais plus, de secrétaire d'État, un truc comme ça. T'as refusé. Pourquoi? Ouais, c'est plus compliqué. Alors moi, je déteste dire ça. Je sais pas si c'est mon syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas. Axel, mais je tiens à dire, non, il y a pas de choix numéro 2 ou de plan B dans le premier gouvernement. Je pense que je n'étais pas la bonne personne pour le secrétariat d'État au numérique, puisque c'est de ça dont on parle. Ouais. Je pense qu'ils m'ont mis dans cette case parce que Startup Nation, San Francisco, machin, alors que moi, je suis pas du tout une technocrate. Il y a 1000 autres trucs qui m'intéressent. Du coup, je ne dis jamais que j'ai refusé parce que quand on m'a appelé, quand je me suis retrouvée en face d'Édouard Philippe à Matignon, à 8h du matin, le 17 mai, oui, c'était ça, le matin, juste avant la nomination, l'annonce du gouvernement. C'est comme un entretien d'embauche qui se fait pas, hein, c'est vraiment... Raconte. Comment raconter ça? Bon, déjà, je dois dire que j'étais pas surexcitée la veille. J'ai eu l'appel très tard, vers 23h. J'étais assez angoissée. J'étais pas dans une évidence, je dois dire. J'étais là, oh là là, il faut pas que je dise oui pour les mauvaises raisons, etc. J'étais épuisée, mais tellement fatiguée. Je me voyais pas du tout. 2 jours après, on venait de finir la campagne. Je me voyais pas du tout assise dans une conférence des ministres. Je ne m'y voyais pas. J'avais qu'un rêve, c'est d'être en peignoir sur mon canapé, à faire du yoga. Enfin, je peux pas t'expliquer. Ouais, non, mais je peux te comprendre. Moi, je suis quand même très, très, introverte, c'est peut-être pas le bon mot, mais quand même très solitaire. Je suis très ambiverte quand même. J'avais beaucoup donné pendant 8 mois. Moi, je rêvais d'être seule. Hein. Mais vraiment. Et là, je me dis, attends, tu vas repartir au charbon puissance 15. Et en plus, t'auras un boss. Ce qui n'était pas ton cas pendant 8 mois. Et moi, j'ai plus de boss depuis des années, en fait. Et du coup, quand je suis allée à Matignon, le 17 mai à 8h, j'étais cassée en deux. J'étais angoissée. J'étais pas bien, quoi. Et du coup, pendant l'entretien, lui voit qu'en fait, y a pas d'envie de mon côté. Ah, ok, je vois. Tu vois, c'est comme lui dit, alors, montre-moi en fait ce que tu veux faire pour le numérique. Et toi, tu le sentais, toi, t'es là, franchement, il y a pas de, c'est très bizarre, c'est comme un entretien d'embauche très raté. Et pour lui et pour moi, parce que lui, il attend, show me what you got. Montre-moi que tu en as envie, quoi. J'ai pas envie. En fait, moi, je comprends à quel point je n'ai pas envie quand je suis en face de lui. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je suis en face de lui, j'ai écouté, je comprends un peu pourquoi je suis là, etc. Parce que San Francisco, parce que les startups, parce que j'ai travaillé dans cet univers et tout, mais j'ai pas de vision pour la zone blanche. Je ne suis pas la bonne personne. Sans le dire, en fait, c'est un état d'entretien qui se fait comme ça, qui est très bizarre, qui est très chelou. Et puis moi, comme je suis une affective, et j'avais jamais vu Édouard Philippe de toute la campagne. Ah oui, de toute la campagne. Bah oui, sans que nous on l'a connu après. Oui, mais je veux dire, moi j'ai travaillé. Mais même toi, ma vie. Même au sein de. Jamais. On l'a jamais. Parce qu'il a jamais fait la campagne avec nous. Il a fait la campagne pour Juppé qui a perdu à la primaire. Bah oui, c'est vrai. Puis ensuite, lui, il a juste dit, il faut voter Macron quand Macron a été au 2e tour face à Marine Le Pen. Tu sais, il a pris ses responsabilités tout de suite. À la fin du 1er tour. Hein. Ok. Mais je veux dire, moi, j'ai pas du tout fait la campagne avec lui. Et en fait, du coup, quand j'arrive en face de lui, y a rien, quoi. Non, enfin, non, mais c'est pas du tout. C'est juste qu'il y a pas d'histoire, il y a pas de fit. Non, mais je comprends. Mais... C'est même pas une histoire de fit. C'est pas une histoire de fit. C'est pas une histoire de fit. C'est que moi, je suis complètement déboussolée parce que je viens de passer 8 mois. Mon cœur, ma tête, mes tripes avec Macron, Ismaël. Et d'un coup, je me dis, ok, donc non seulement. Donc Macron, Ismaël et tout, moi, je bosse plus avec eux. C'est terminé. Mon boss, c'est Édouard Philippe, en fait, maintenant. Donc il y a ça, et puis j'ai pas l'envie en fait, et puis je suis pas du tout la bonne personne pour le poste. Et d'ailleurs moi c'est ce que je lui dis. En fait je lui dis je suis pas la bonne personne pour le poste. Et d'ailleurs
ils avaient un choix qui était évident en fait, et puis lui il le voulait vraiment pour le coup. Donc moi j'ai dit vous avez un choix qui est beaucoup plus évident, mais je veux pas dire aux femmes qui nous écoutent que c'était de l'autosabotage, le syndrome de l'imposteur de la nana qui laisse sa place au mec. Enfin c'est pas, enfin je pense que les auditeurs ont quand même un discernement là-dessus. Mais j'ai cru ça après en me disant attends, est-ce que je viens de faire de l'autosabotage? Est-ce que je viens de croire? Pas envie en fait. Exactement, je dis est-ce que j'ai fait le truc de la nana qui s'auto-sabote parce qu'elle pense qu'elle sera pas capable? Je dis attends, arrête, même quand t'as été terrorisée, à chaque fois t'as vraiment voulu faire un truc, tu l'as fait. Ouais. Donc en fait c'est pas ça, mais j'ai eu cette petite question. Tu t'es posé la question. Exactement, je me suis dit attends, est-ce que je crois pas que je vais pouvoir être ministre et tout. Puis en fait si il y avait pas l'envie, et puis j'ai commencé à écrire tout de suite après. Ouais, ça donc, du coup on va en parler. Du coup j'aimerais bien retourner à toi d'avant. Ouais. Tu l'as mentionné, t'es partie aux États-Unis et tout, mais avant. Dans ce podcast, je parle beaucoup de la traversée du désert. Ouais. C'est le moment où, voilà, on se pose 1000 questions, on se dit pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est de vie, etc. Et toi, ce qui est drôle, c'est que, enfin, drôle, c'est pas drôle, hein, mais ta traversée du désert, tu l'as eu tôt. Tu vois, souvent, c'est, Non, mais moi, je l'ai tout le temps, Inger. Mais il y a quand même une traversée du désert, je trouve, qui était dure, enfin, celle du départ. Parce que j'ai lu ton livre et tout, hein, mais celle du début de ta carrière, celle de... Non, mais c'est ce que je te dis. Moi, j'ai l'impression... Dis-moi tout, parce que tu vois, enfin, vraiment, moi, le truc... Non, mais moi, j'ai l'impression que je traverse des océans de doute, d'angoisse et tout, que ce soit au début de ma carrière. À chaque fois que tu prends une décision, en fait, pour changer de vie ou de changer de dire, ou en fait, à chaque fois que tu prends une décision pour te réaligner. Enfin, je trouve quand même, quand t'es jeune, que t'as des diplômes, tu te dis, normalement, ce qu'on nous fait croire, que la vie va être cool. Et souvent, ça se passe comme ça, il y a un moment on déchante. Sauf que toi, dès le départ, c'était compliqué. Oui, moi, et puis en plus, le pire pour moi, c'est que ça a été compliqué. Moi, j'ai sauté mes classes, j'étais une bonne élève, etc. C'est pas drôle du tout, hein. J'ai un rire nerveux. C'est très drôle, hein. C'est marrant que tu me dis ça, parce que hier, je regardais un truc, elle est complètement inconnue ici, mais d'une humoriste que j'adore, américaine, qui s'appelle Tig Notago. Je connais pas, mais tu m'en verras. Elle est géniale, mais elle fait de l'humour, c'est des trucs tellement trash, et je me dis, mais... Enfin bref, elle est géniale cette Anna. Et donc en fait oui, avec le recul c'est drôle. C'est sur le moment que ce n'est pas drôle du tout. Drôle du tout. Vraiment c'est un gouffre. Je me suis fait virer de mon premier job au McDo. J'en ai eu honte. Donc moi je me fais virer comme toi de mon premier job. Mais oui. Donc c'est plus que la honte, c'est mon Dieu, mais en fait c'est même pas une traversée du désert. Moi je le vis pas comme traversée du désert et puis ça ira mieux après, retraverser du désert. Toi c'est perpétuel. Je vis comme waouh, il y a le sol qui se dérobe sous mes pieds, quoi. Et du coup, en fait, d'un coup, quand le sol se dérobe sous mes pieds, tout d'un coup, je chope une agrippe. D'un coup, je sens que je suis à mon endroit, à ma place, un peu alignée. Et de nouveau, il y a un truc qui me pousse à aller ailleurs, qui me pousse. Donc moi, j'ai l'impression que je revis toujours, je ne revivrai. C'est un peu différent quand t'es plus jeune. Quand tu es plus jeune, il y a vraiment le truc de il faut absolument que je rentre dans la case qu'on m'a donnée, etc. Ça, je laisse tomber. C'est terminé. Ça, oui, c'est pas pour toi. Donc ça, cette traversée du désert-là, ou cet océan-là, effectivement, tu l'as plus... Enfin, en tout cas, tu te dis, OK, j'ai essayé, ça marche pas, je me suis fait virer de mon premier job, deuxième job, CV à gruyère de partout, rien ne marche pour moi. Donc, jusqu'à ce que tu crées en France. Ensuite, je pars dans une start-up. Oui, mais même la start-up, je reste 1 an et demi. Ce qui est pas très long à San Francisco. Donc ensuite, je me dis, OK, il faut que je crée ma boîte. Ensuite, je crée Accel Agency. Je dis, bon, le conseil, c'est sympa, mais je sens que c'est quand même pas ma vocation. Donc en fait, moi, je suis toujours en recherche de ma vocation. En permanence. Même aujourd'hui? Toujours. Mais après, moi, je crois pas vraiment à la vocation. Non, en fait, c'est pas vrai. En fait, oui, justement, t'as raison de me reprendre. Moi, je crois pas à la vocation. En fait, je cherche pas ma vocation. Je sais ce qui me fait vibrer. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est important. Je sais très bien ce dont j'ai besoin. Je sais très bien ce qui me fait vibrer, etc. Ben moi, on revient à mes valeurs cardinales. Et je pense que pour moi, ça passe par la création, par l'artistique, de toute façon. Donc, ça, je le sais. Mais effectivement, donc, quand tu es jeune, tu luttes beaucoup contre ça, parce qu'on n'a jamais mis en valeur, d'abord, on met jamais en valeur ses carrières. C'est même pas carrière. C'est vie. C'est vie, ouais. C'est parcours. Je fais une aparté. Pardon, je vais faire beaucoup d'apartés sur des trucs, des films ou des musiques, etc. Mais j'ai regardé sur Netflix. Tic Tic Boom. Qui est un film, en fait, avec Andrew Garfield. Tu vois qui c'est, le mec qui jouait dans Boys? Spider-Man. Spider-Man, oui, d'accord. L'ex de Emma Stone. Ok, c'est bon. On est bon? On est bon. Et en fait, il joue un mec, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire d'un mec qui s'appelle Jonathan Larson, qui était un écrivain très connu de comédie musicale à Broadway. D'accord. Et en fait, lui, il est obsédé à 30 ans, il a toujours pas eu son moment, quoi. Il galère, il est serveur, il est à New York. Il trouve ça hyper dur dans les années 90 et tout. Tous ses potes abandonnent. Tous ses potes sont en train d'abandonner, sa meuf danseuse, son meilleur pote comédien. Et là, il a ce moment, il dit,
jusqu'à où tu la pousses, en fait. Jusqu'où tu te dis, moi, je vais pas lâcher, etc. Et en fait, il y a un moment, il y a un de ses potes qui lui vient tout, il dit, attends, moi, j'étais un comédien médiocre. Mais je suis sûre qu'il y a qu'un Jonathan Larson. En fait, je me dis, c'est marrant. Jusqu'où tu dois aller dans ta conviction en disant, c'est moi, je suis fait pour ça, je suis fait pour écrire, je suis fait pour faire des comédies musicales. Et quel est le moment où tu dis, attends, c'est pas exactement être un galérien, enfin. C'est pas ça, parce que je pense qu'un artiste peut galérer toute sa vie sans jamais se dire, j'ai raté ma vie. Oui. C'est-à-dire, en se disant, j'ai suivi ma vocation. Mais jusqu'à un moment où il se dit, en fait, moi, je pense que la solution, elle est dans la trahison à soi. Si tu as l'impression que tu te trahis toi, tu oublies. Si t'as l'impression que c'est pas un renoncement, mais que finalement tu lâches un truc que tu as tellement forcé, t'étais dans une résistance qui était pas la bonne, et puis finalement tu trouves des valeurs qui te correspondent encore dans une autre vie. Mais je pense que quand un artiste est un artiste, il l'a dans le sang, quoi. Bref, ça pour te dire que dans une des scènes, donc je l'ai mis sur Internet, dans une des scènes, donc il dit, j'ai quand même mis le hashtag vocation, parce que je pense que quand il y a ce truc-là, mais les vocations c'est pas seulement pour les artistes, c'est pour tout le monde. Non, c'est pour tout le monde, hein. Et donc en fait, il y a une scène qui s'appelle, donc t'as des chansons, comme dans une comédie musicale. Et donc Tic Tic Boom Boom est l'adaptation d'une comédie musicale de ce fameux Jonathan Larson, qui raconte la galère d'un comédien pour y arriver à New York dans les années 90, avec Broadway en ligne de mire. Mais à 30 ans, toujours pas de Broadway. Et donc, il y a une scène qui est géniale, qui s'appelle What a Way to Spend the Day. Je crois que c'est ça. Et en fait, la chanson s'appelle What a Way to Spend the Day. Je veux pas spoiler, parce que j'aimerais bien que les gens aillent voir. Du coup, spoil pas. Mais je spoil pas, mais cette scène. Donc, cette traduction, What a Way to Spend the Day, ça veut dire quelle façon géniale de passer sa journée. Où il explique comment la vocation est née à lui, en fait. De la création, du jeu, de l'éclat. Et en fait, il dit, ah là là, mais je peux pas renoncer à ça. C'est ça qui m'appelle. Exactement, ça l'appelle. Ça m'appelle. Et en fait, je peux pas, même si mes potes maintenant, ils ont des plus beaux appartements sur la 5e avenue, des salaires à 5 chiffres et tout, et que moi, j'ai rien, je vis dans une misère, j'ai 3 loyers. Bon, après, c'est plus facile à dire quand t'as 29 ans, donc c'est la veille de ses 30 ans tout le film. Oui. Sans enfants, etc. Parce qu'après, il y a c'est la pyramide de Maslow, tu sais, où t'as les besoins essentiels. Mais lui, il dit, pour le moment, je suis tout seul, je continue à un peu négocier avec mon bailleur, machin, etc. Donc, je continue. Et en fait, quand j'ai vu ça, moi, j'ai pleuré pendant cette scène. Mais j'irai voir, ça m'intéresse énormément. Et en fait, moi, j'ai pleuré pendant cette scène parce que, tu vois, moi, je me pose plein de questions en ce moment en me disant, mais ça se trouve, j'ai pas le talent, en fait. Ça se trouve, je suis pas faite pour ça. Et en fait, quand il dit, what a way to spend the day, j'étais là, attends, est-ce que tu t'imagines passer ta journée différemment? Est-ce que tu t'imagines? Et donc, je pleurais en fait, parce que je trouvais ça hyper émouvant, et en même temps, je pleurais. En fait, c'est ce que font les artistes, en fait, ça résonne. Tu vois, d'un coup, ils prennent un truc tellement personnel, qui devient complètement universel, et c'est pour ça que l'art, pour moi, est le truc, enfin, je veux dire, Adèle. Tu vois, moi, je suis pas du tout une énorme fan d'Adèle. Pardon, vraiment, j'assume. Non, mais assume. Je sais pas pourquoi, elle a, pourtant, elle a une voix, mais qui est incroyable et tout, mais je suis pas du tout, tu vois, je suis pas au taquet quand il y a un album qui sort et tout. Par contre, quand elle parle, je comprends exactement ce qu'elle dit. Par rapport à ses angoisses d'artiste, à sa création, à ce qu'elle veut dire. Et donc, moi qui suis pas du tout au taquet sur le nouvel album, la 30, il y a une chanson qui s'appelle Holding On. Mais je te jure, elle explique pourquoi elle l'a gardée, pourquoi elle l'a écrit et tout. Et je me dis, ça, c'est vraiment le rôle de l'art. C'est-à-dire, d'un coup, elle t'explique, quand elle parle, tu as l'impression qu'elle te parle à toi. Quand elle parle de cette chanson, tu as l'impression qu'elle l'a écrit pour toi, alors qu'elle l'a écrit pour elle. Au moment où elle était au bout du bout. C'est vraiment un album sur tout son divorce, etc. Et ça, je me dis, bon, tu vois, quand j'en parle, c'est vraiment, ça te parle. Ça m'anime d'une force incroyable. Tu vois, ça, on peut en parler peut-être parce que. Attends, je veux juste finir sur les jeunes, pour les gens qui te. Donc, je suis d'accord avec toi. Ce que j'aurais plu, c'est le côté. J'ai oublié même la question, tu vois. Non, mais moi, j'ai l'esprit d'escalier à mort. Donc, j'ai pas oublié ta question. Moi, j'ai oublié ma question. Tu m'as perdu, mais je me suis Pardon. Alors, j'ai fait des réponses très longues, mais sache que mon esprit revient, Très bien. Go. Donc, pour revenir sur les traversées du dessert quand tu es jeune, là où elles sont plus dures, c'est l'obsession d'être ce que tu penses que tu dois être pour les autres. Exactement. Ça, c'est terminé. Je sais que je pourrais plus rentrer dans une case, dans une box. Par contre, je pense que pour un être humain, le sentiment d'être aimé, d'être aimable, d'appartenir, de participer au collectif auquel ça ne t'abandonne jamais. Et donc, quand tu sais plus comment le faire,
Ça, c'est pas une question d'avoir 20, 30 ou 40. Je suis d'accord. C'est même presque plus dur quand tu sais exactement, mais d'un coup, tu bloques. Par contre, je suis d'accord avec toi, on me fera plus croire que je suis faite pour être marketing girl dans un bureau à Londres de 9h à 18h. Ce qui était mon premier job où je me suis fait virer pour le time. Ça, c'est terminé. Ça n'arrivera plus. Hein. Et comment tu te débarrasses de ça, justement? Enfin, ce que tu dis est très vrai et je suis complètement en phase de se débarrasser des cases pour pouvoir être soi, etc. Ça prend du temps, je pense. Ouais, c'est... Voilà, ça prend tu vois, par exemple, les cases, même si c'est pas professionnel, je trouve qu'on nous y ramène tout le temps. Ah, tout le temps. Bon, les femmes, n'en parlons pas. C'est vraiment... Quand t'es noire, t'inquiète pas. Voilà. Je le prends cher. C'est-à-dire que les cases, ce que la société nous renvoie de nous, etc. Par exemple, je te dis un truc débile, mais moi, je trouve que les cases, elles nous renvoient toujours à la figure dans les moments où les gens, la société, font tous la même chose au même moment. Donc, par exemple... Explique-toi. Moi, j'aime pas du tout Noël. Ok. C'est une fête qui m'angoisse, etc. Je trouve que tu es hyper renvoyé à ta singularité, à ta différence, et ce qui peut provoquer des angoisses quand tu luttes ou quand tu dis « si je suis différente, on ne va pas m'aimer », alors qu'en fait, c'est pour ta différence qu'on t'aime. C'est ça, en fait, tout le basculement qu'il faut faire. C'est tout ce que, normalement, oui. C'est ces différences-là qui va apporter à la société. D'ailleurs, c'est tout ce que tu admires dans tous les artistes ou tous les gens que tu lis, ou c'est quand ils ont assumé cette singularité. Je ne sais pas pourquoi pour nous, c'est toujours plus difficile de le faire, mais c'est la réalité. Donc, par exemple, le fait de voir plein de gens hyper excités pour Noël et tout, moi, me renvoie à un sentiment comme si j'étais en marge de mon groupe. Mais pourquoi tu es en marge? Ce que je veux te dire, c'est que dès que la société te renvoie à une convention, et que toi, tu te sens pas en accord avec cette convention, ça va provoquer un sentiment de malaise chez toi. Oui. Et tu dois apprendre dans ta vie à assumer tout ce que tu es et donc à te dire, attends, j'assume tout ce que je suis et non, j'ai pas envie. Moi, les courses de Noël, autant te dire que je m'en contrefous. C'est-à-dire, pardon à ma famille qui m'écoute. Je le fais quand même le jour d'avant. C'est ce que je veux dire. Acting. Les anniversaires, etc. Par exemple, un autre exemple, moi, les vacances d'été, les grandes vacances m'angoissent énormément. Pour plein de raisons, de l'enfance, de perte de repères, plein de raisons. Et donc pour moi, quand je vois sur les réseaux sociaux, les gens qui s'éclatent, et la graisse, et le machin, et là, et que moi... T'es à Paris, oui. Je suis à Paris, je suis très contente d'être à Paris, en fait. Je suis très contente d'être à Paris. Je finis par me demander si je fais bien d'être à Paris. Je dis, attends, tu peux pas, parce que vis-à-vis des gens, et puis les gens, ils ont l'air de s'éclater en Grèce, ou à Ibiza, ou en Toscane. Ou beaucoup Marseille et la Bretagne depuis la pandémie. Marseille, Bretagne, au score depuis la pandémie. Et du coup, je me dis, attends, tu peux pas rester comme... C'est toi qui es pas normal. Tu finis par te dire ça. Oui, mais... Tu te dis, je suis pas normal, donc je me casse fin août à Biarritz alors que j'ai aucune envie de partir. Mais aucune. Mais ça, tu penses que quand t'as travaillé sur soi, etc., tu dépasses pas ça parfois? Mais bien, alors attends, moi, il y a des moments où je me sens hyper en confiance pour le dépasser. Et il y a des moments où je pense que je le fais toujours, en réalité. Sauf que c'est plus ou moins douloureux, selon l'état. Parce que moi, je suis incapable de me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas. C'est ça, ce que j'allais te dire, en fait. Ce que tu vois en face de toi, c'est what you see is what you get. Donc, mais ça crée plus ou moins c'est-à-dire, moi, je suis incapable de dire oui à un dîner auquel je n'ai pas envie d'aller. Moi, quand on me dit, hey, est-ce que tu peux venir au dîner, machin, moi, je vais pas te dire, ah, désolé, je suis qu'à contact. Mais... Oui, comme beaucoup de gens font. Oui, je dis juste, j'ai pas envie. Je suis pas contact. Je me dis, mais non, parce que c'est un mensonge qui en entraîne un autre. Tu vas pas être tranquille, surtout, tu es en train de te mentir. En fait, c'est comme si tu n'assumais pas qui tu étais toi. Absolument. Et donc, parfois, j'ai remarqué, ça déstabilise. Écoute, moi, je vais dire oui, puis en fait, je vais planter, parce qu'au dernier moment, je sais pas. Donc, non. En fait. Et mes meilleurs potes ont très bien compris, c'est marrant. J'ai vu ma copine, ma meilleure pote, Clémence, on se croise par hasard jeudi, puis on reste ensemble et tout. Elle me dit, mais en fait, il faut le faire à la débeauté, comme ça avec toi. Je dis, mais toujours. Bah, c'est ça qu'il faut. Mais en fait, ça dépend complètement des gens. Mais tu vois, par exemple, moi, même quand je suis partie à Biarritz en août, c'est des trucs, quand on me dit, tu fais quoi cet été? Je dis, j'en sais rien. Et je prends mon billet la veille, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis agréable. Mais, donc, je voudrais revenir au fait d'accepter d'être soi. Parce que, donc, si, en fait, tu attends toujours le regard des autres, l'acceptation de la société, c'est terrible, mais c'est tellement dur d'en sortir. Donc, je te dis, moi, en fait, je suis incapable de ne pas être moi. Et en fonction de mon état, de comment je me sens avec moi-même et tout, c'est plus ou moins dur. Mais je me force jamais. D'ailleurs, quand je me force, c'est l'horreur. Mais ce que je veux dire, et plus tu es jeune, plus c'est difficile. Bien sûr, c'est ça. Enfin, je pense que l'âge, l'expérience aide. Mais ça va d'aller à un dîner où t'as pas envie d'aller, aux grandes vacances. 31 décembre, aller faire une teuf. Par exemple, c'est ça. Mais non, moi, si t'as pas envie d'aller faire une teuf, tu vas pas faire une teuf, en fait. Donc, du coup, les cases, en fait, elles sont pas du tout limitées,
Je te passe même pas ce que devrait être une vie réussie. On va y arriver. Juste une question que j'ai avant, c'est, tu vois, ce que tu as vécu en France en étant plus jeune, en fait. Moi j'ai grandi, je suis née à Paris. Hein. Oui, voilà. Non, étant plus jeune, jusqu'à quand est-ce que tu es partie à Berlin? Je suis partie à Berlin. J'étais déjà partie à Londres. J'étais partie à Londres pour mon Erasmus pendant un an. Ça m'a vachement. Donc ça, c'était. Palomar 5, c'était à 28 2001. ans. Non, oui. Donc. T'avais 28 piges. Ouais, Erasmus 2001. 28 piges, Palomar 2009. Donc c'est là que ça commence en fait l'ouverture. Ah ben là l'ouverture totale. Oui, et ce que je veux savoir, c'est selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché en France, qui a fait que ça a marché à l'étranger pour toi? Moi je pense la liberté, être loin du regard de ceux. Parfois on t'aime trop, hein. Parfois, c'est même pas qu'on t'aime trop. Parfois tu es prisonnière du regard de tes proches en disant ils attendent ça de moi, ou je devrais être ça. Ou moi par exemple quand j'étais au chômage. Je sentais beaucoup d'angoisse dans mon entourage, alors que moi je découvrais le yoga par exemple. C'était pour moi était un truc. Je dis pas que j'étais bien. Le chômage c'est un truc très chiant, surtout dans une société qui te renvoie une image. Non mais je comprends. Ça n'empêche que moi ces périodes de chômage, c'est des moments aussi où je découvrais le yoga, je découvrais autre chose. Un truc débile. Mais moi si je suis partie à Palomar, c'est pour Twitter. En fait là maintenant Twitter, t'as l'impression que ça fait partie de ta vie, mais c'est né en 2008. Et en fait moi je commençais à m'exercer à comprendre comment ça fonctionnait, donc j'ai commencé à conseiller des organisations green, vertes, comment faire des campagnes sur Twitter, etc. Donc, en fait, c'est pas du tout un moment... moi, je pense que dans le chômage, ce qui est terrible, c'est l'image que la société te renvoie. Et pareil, quand tu sors du groupe, le sentiment... Je pense qu'on est tous des animaux qui ont un besoin d'appartenance terrible. Social, oui, je suis d'accord. Donc, moi, je sais que je suis très, très mal quand je sens que je n'appartiens à rien. Et moi, je suis quelqu'un de très solitaire, mais vraiment de très, très solitaire. Et pourtant, d'un coup, je me surprends quand je suis pas bien à me dire... Oh là là, je me sens tellement seule, je me sens tellement loin, cette personne-là peut pas me comprendre, cette personne-là ne me comprend pas, etc. Et je pense que tout être humain, c'est un truc très douloureux, en fait, parce qu'après... Donc, en fait, parce que, tu sais, il y a un livre, j'en parle beaucoup, mais il m'a vraiment beaucoup marqué, Les Irremplaçables, de Cynthia Fleury, où elle explique très bien le processus d'individuation, qui n'a rien à voir avec l'individualisme. Oui. Le jeu, où tu le construis, qui te permet de savoir comment tu peux contribuer au nous. Et en fait, c'est ça la clé d'un individu pour qu'il soit bien, quand même. C'est posséder ce jeu, sans en faire l'alpha et l'oméga de ta vie, mais au contraire, qui te permettent d'exister sans te noyer dans le nous, qui est aussi pour Cynthia Fleury la clé de l'engagement, en fait. Quel qu'il soit, mais l'engagement dans la société, etc. Donc c'est pour ça que je reviens toujours à la connaissance de soi, etc. Pas pour le truc développement personnel, individualisme, c'est tout. Parce que le jeu, c'est quand même une façon de se posséder soi, de revenir à la connaissance de soi, de la confiance en soi, qui n'existe pas sans l'autre. Donc je pense aussi, c'est pour ça ici, il faut un peu se plonger au monde, pour avoir des regards bienveillants. Tu vois, moi, par exemple, je te donne un exemple débile, mais quand Ismaël ou quand Emmanuel Macron me demande de parler à Bercy, moi, je leur dis quand même, attendez, c'est demain, j'ai même pas vu la salle, j'ai jamais parlé devant 25 000 personnes, etc. Mais il y a un truc d'un coup, dit, nous, on est hyper confiants. C'est marrant, je me dis, si eux, ils croient, s'il y a un regard bienveillant... Oui, c'est qu'en fait, ils te font confiance, donc c'est pour une raison. J'aurais pu donner 1000 exemples, tu vois. Quand Albert Camus a reçu son prix Nobel, la première personne à qui il a écrit, c'est Monsieur Germain, son instituteur. Parce qu'il dit, c'est grâce à vous, en fait, que je suis là aujourd'hui. Donc, en fait, il y a tout d'un coup un regard bienveillant qui va te sauver ou où t'es dans un moment de doute. Moi, je pense que personne n'est sauvé de soi-même, en réalité. Je pense que c'est vraiment un truc que tu dois faire seul. D'accord. Mais il faut que tu te vois capable de te relever toi, en te disant, je me le dois à moi. Mais évidemment, comme on est des animaux sociaux, ça se fait avec un système de support, etc. Mais c'est des back and forth, c'est des allers-retours. C'est des allers-retours, et surtout, je pense qu'il faut que tu dises, quand tu dis merci, sans toi, je serais pas là et tout, c'est vrai. Bien sûr que tu as eu des gens qui t'ont dit, attends, j'ai aussi provoqué ma chance, j'ai aussi remis un pied devant. La responsabilité. J'ai aussi, en fait, il y a un peu de ça. De co-responsabilité. De co-responsabilité. Attends, moi, j'ai reposé aussi un pied. Et en fait, c'est pour ça, moi, je suis toujours très, c'est vraiment un sujet qui m'obsède pas de la résilience, du fait que quelqu'un qui est à terre, parce que moi, je parle de ma mère dans le premier chapitre. C'était le prochain truc dont je voulais. Et en fait, je suis toujours ce sujet de la résilience, machin, etc., qui sont des mots un peu valises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, attends, entre ma mère, que j'ai vraiment au bout du bout, vraiment hyper malade, qui fait des séjours sur séjours pour essayer de s'en sortir, etc. Et d'un coup, elle s'en sort. D'un coup, on lui tend la main, mais elle la chope, en fait. D'un coup, elle se dit, OK, cette fois, c'est ça ou la mort, en fait. Ce qui était vraiment le cas, pour le coup. OK, elle a la force de choper la main, mais elle la tend. Elle tend la sienne. Donc, maman, elle le doit à elle. C'est ça. Elle a eu un super support système de support. D'un coup, je le dis dans le livre, le bon psychanalyse. Et moi, ce qui m'obsède, c'est
ok, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un qui a vécu ça va se relever et l'autre va pas se relever de cette claque, de cette brique dans la figure de la vie, en fait. Et ça, que tu le veuilles ou non, c'est quand même des histoires d'égalité, d'équité, qui sont très différents quand t'es dans ce milieu-là. Et ça, alors là, pour moi, on est prêt dans un sujet politique. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Par exemple, il y a une annonce qui est passée un peu inaperçue, que moi, je trouve un peu dingue, qui est, le remboursement des séances de psy qu'a annoncé Véran. Macron. Et alors ça, c'est quand même un truc énorme, en fait, parce que tout le monde n'a pas le meilleur accès. Tout le monde n'a pas accès à ça, en fait. Donc, en fait, ça, c'est vraiment des vraies questions. Donc, je pense qu'il faut que tu tendes la main, mais qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Il faut que d'un coup, il y ait quelqu'un, et il y a des regards bienveillants qui vont te porter. En arrivant ici, hier, Adèle, elle a fait pardon, je parle beaucoup d'Adèle, mais parce qu'elle vient de sortir son album. Mais bref. Tu peux. Elle fait une soirée spéciale sur une chaîne anglaise, etc. Et puis, t'as Emma Thompson, tu sais, j'adore cette actrice qui est dans Love Actually, etc. Elle lui pose une question, elle lève la main dans la salle, elle dit, Adèle, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les moments où ça allait pas du tout, Vraiment, la vie était dure, vous y croyez plus, qui vous a tenu la main, qui a été bienveillant, qui vous a dit, Adèle, t'as ça en toi, etc. Elle dit, ouais, mon institutrice, Madame McDonald, machin, etc. Et il y a un espèce de souffle dans la salle et tout. Et Adèle dit, oh, elle est là. Et t'as Emma Thompson qui dit, elle est là. Ah, ouais. Et attends, j'en ai des frissons. Là, la professeure se lève. Adèle, c'est plus Adèle, la méga star de 33 ans. Adèle, elle fond en larmes. Bébé. Elle a 12 ans. Faut que je regarde. De nouveau. Non, mais attends, c'est magnifique. Elle a 12 ans. Et elle lui dit, mais je vous dois tellement. Tu vois, elle dit, mais tu me l'enverras? Ouais, je te l'enverrai. Elle dit, je vous dois tellement. Et en fait, elle est là, dans son spécial ITV et tout. Puis en fait, on a dû la remaquiller, on a dit machin, parce que tout d'un coup, il y avait son institutrice, dingue, Madame McDonald. Et elle a 12 ans, elle oublie tout, elle lui dit, c'est grâce à vous, etc. Et donc, ça me fait toujours penser, à la puissance de la bienveillance. De deux, bon, Adèle, elle a eu cette institutrice. Et puis toi, si tu es née là, si tu es là, si tu as ça, tu l'as pas, cette institutrice. Mais il faut pas te dire, c'est une chance qu'elle ait eue. Il faut dire, en moi, je vais trouver de la force, etc. Et je trouve que, effectivement, comme tu dis, c'est un mouvement de balancier. Mais il faut quand même que tu sentes en toi, attends, je vais la trouver. C'est pour ça que moi, je trouve ça important, si tu es dans une société, un État qui te donne accès à de l'aide, à de la thérapie, si c'est pas stigmatisé, que ça soit pour un homme ou une femme d'ailleurs, d'appeler en disant, ça va pas du tout, je suis pas bien du tout. Le succès en thérapie sur Arte me scie. Les gens sont fascinés, mais alors qu'autour de moi, on parle jamais de sa thérapie, sauf entre nanas un petit peu, mais pour les hommes, encore, pour les hommes, beaucoup moins. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, je vois la vidéo, elle est trop mignonne. Du coup, tu me l'enverras, je la mettrai en lien. Et du coup, en fait, je trouve qu'il y a encore ce stigma. Est-ce que je peux appeler à 2h du mat en disant, j'ai besoin de toi? Et j'ai besoin d'aide. Et en fait, t'as pas besoin de 100 personnes, Ça peut être ton mec, ta femme, ton père, ta mère, ton meilleur ami, tes amis, ton thérapeute. Je trouve, ce qui est très dur, c'est la solitude, en fait, quand tu es dans cet état-là. Et en même temps, il y a une force de vie en toi. Il y a une force de vie dans l'être humain qui me scie quand même. Ouais, mais moi, il y a une phrase qui est dans ton livre qui m'a marquée, que je la trouve très forte. Tu dis, déterrer ce que l'on a rangé trop vite est essentiel pour se retrouver. Oui, c'est l'évitement. Et ça, tu vois, je trouve que dans la connaissance de soi, ce que tu dis justement, le fait d'explorer, d'aller se nourrir, etc., quand tu reviens à toi, se retrouver totalement ne se fait pas sans... C'est très dur. Sans casse, en fait. Sinon, tous les gens le feraient. Sans casse, tu vois. Mais sinon, tous les gens le feraient. Mais du coup, il y a ce courage-là. Oui, je pense que c'est très courageux, je pense que c'est très difficile, je pense que c'est pour ça qu'on a... Et toi, comment t'as fait? Je pense que c'est une question aussi de personnalité. Moi, je vois les gens qui sont terrifiés par la solitude. Tu vois, moi, je serais incapable de sortir 5 soirs par semaine. Je sais pas comment les gens font. Oui, moi non plus. Enfin, ça, je suis... Mais il y a des gens autour de toi qui font ça. Oui, mais du coup... Qui sont tout le temps dehors, qui sont tout le temps dans des vacances avec des potes, avec 50 potes. Et machin, je me dis, mais waouh. Ouais. Enfin, je pense que moi, avant, peut-être que j'étais comme ça, et que justement, aujourd'hui, je me regarde, je me dis, mais comment j'ai pu être comme ça? Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, vraiment. Mais je veux dire, c'est quand même, c'est difficile, sinon tout le monde le ferait. En réalité. Ok, mais du coup, toi, comment t'as fait? Moi, j'ai pas eu le choix, parce que pour moi, c'était vital. Si je le faisais pas, j'étais tellement plus alignée. Et là, c'était à ton retour de San Francisco? C'était à mon retour de San Francisco, c'était même avant de partir de San Francisco. C'était... Tu peux nous en parler? Avant San Francisco? Oui, enfin, de tout ça, si tu devais donner même des ressources aux auditeurs, de qu'est-ce qui t'a aidé à aller puiser en toi, à te retrouver toi-même? Les livres, les gens, mon ex-mari, beaucoup.
mon ex-mari, ça a été une rencontre hyper importante pour moi. La thérapie. Moi, j'en ai fait une à SF, c'est la première fois que je suis rentrée en thérapie. Les livres, les podcasts, les livres, les vidéos. Enfin, c'est vrai que moi j'ai lu le livre, du coup je sais, mais qu'est-ce qui te manquait? Quelle était la pièce manquante pour que tu te retrouves? Le sens. Ouais. Là où j'avais du talent, en fait. Moi, j'avais l'impression que j'avais aucun talent. Je m'étais fait virer de mon premier job. Mais après San Francisco, t'as fait plein de choses. Oui, mais c'est pour ça que San Francisco m'a redonné confiance. Parce que Mais j'ai dû partir pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais perdu le sens de ma valeur. J'avais l'impression que je n'avais aucune valeur. J'avais l'impression que je n'avais aucun talent. Donc ça m'avait quand même vachement abîmée. Et j'ai dû partir, en fait, pour le retrouver. C'est pour ça que San Francisco m'a donné vachement de confiance, parce que j'ai retrouvé un job, j'ai une vie hyper stable, je me suis mariée, etc. Alors qu'en France, on m'a envoyé l'image de quelqu'un qui n'était bonne à rien, en fait. Moi, en tout cas, je m'ai envoyé cette image-là. Je me faisais virer de mes jobs. J'étais heureuse dans aucun de mes jobs. Tu vois, je me sentais isolée, quoi. Je vois. Et sans sens. Sans sens de ma vie. Sans trouver là où j'avais du talent, ce pourquoi j'étais douée. Aujourd'hui, tu dirais quoi? Question piège. Sur le sens, Ou sur ton talent? Je sais que ça t'ennuie, cette question. Ouais, je sais pas. Non, J'espère que je ne sais pas. J'espère que j'ai un talent pour. Je pense que je sais un peu écrire. Non, tu sais écrire. Je sais un peu écrire. J'aime bien partager avec les gens. J'espère être honnête, très honnête sur qui je suis. Mais je cherche encore. Je cherche toujours. Je pense que je suis très curieuse. C'est quelque chose. J'aime bien apprendre. Je suis très curieuse. J'aime bien créer et créer sur plein de supports différents. Ça, j'aime bien. Mais t'es toute gênée, je suis désolée. Non, mais parce que c'est vraiment une question que je me pose vachement en ce moment. Je sais, mais du coup, je suis désolée, mais voilà. Non, mais du coup, voilà, Et tu vois, enfin, je pose toujours la question à mes invités, en quoi ils se sentent dans leur sweet spot. Donc, le sweet spot, c'est l'endroit où tu te sens bien et à ta place. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens dans ton sweet spot déjà? Non, parce que je crée plus. J'ai pas créé depuis longtemps. J'ai pas créé, enfin, je crée tous les jours, en fait. Ça, c'est vrai. J'écris tous les jours, etc. Mais j'ai pas partagé au monde ma vérité depuis plusieurs mois et c'est hyper dur pour moi. Donc ça va venir. J'espère. Cooking, it's cooking. It's cooking. Là, je vais passer sur les questions usuelles du podcast. C'est des questions un peu deep, mais comme notre discussion en fait, tout simplement. On est grave. Pas deep, là. Deeper than this. Vas-y, dis-moi. Alors, la première question, c'est pendant tes différentes transitions, t'en as eu plein, tout de même. J'en ai eu beaucoup. Quelle a été ta plus grande peur? T'as parlé de peur tout à l'heure, mais quelle a été ta plus grande peur et comment t'as su la surmonter? Plus grande peur de jamais retrouver le sweet spot, en fait. De jamais retrouver ma place. D'être toujours en marge, d'avoir toujours peur. Et comment tu fais de la vie? De la vie. Ouais, d'avoir peur de la vie. Moi, je suis quelqu'un qui suis très angoissée. J'ai l'impression que le danger, c'est lié à mon enfance, à plein de choses de mon enfance. Je suis hyper angoissée de tout ce qui... Ça, tu vas en parler ou? Enfin, si, oui, c'est dans mon livre. Je veux dire, moi, par rapport à des repères que j'ai pas eu en enfant, ma mère, elle a été malade, elle a été alcoolique, il s'est passé plein de choses dans ma famille, etc. Donc moi, j'ai toujours peur un peu que le danger arrive de tous les côtés. Donc c'est quelque chose, j'ai toujours peur, même quand le bonheur est là, j'ai toujours un peu peur qu'il s'en aille. Donc j'essaye de pas trop m'accrocher à ça. Mais en fait, dans mes moments de transition, oui, j'ai toujours cette peur-là, en fait. Après, tu sais, c'est les 5 blessures. Oui. Tu sais, où t'as l'abandon, enfin, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Voilà, exactement. Un peu caricatural, mais c'est un peu ça. C'est vrai, c'est le un peu rejet, ça. l'abandon. Donc moi, je dois être un peu entre rejet, abandon, machin. Et en fait, quand je suis en transition, tu te remets forcément dans ces blessures-là, parce que ton passé vient toquer dans ton présent. C'est-à-dire, c'est comme des émotions que t'as déjà vécues. Qui s'impriment et qui reviennent. Qui s'impriment et qui se réinvitent dans ton présent. Et du coup, je pense que ça doit être un peu dans ces blessures-là. Et donc, en fait, à chaque transition, que ce soit le divorce, le déménagement, le déménagement horrible, hein. Horrible. Mais moi, j'ai déménagé une fois, là, cette année, j'allais mourir. Moi, j'ai déménagé, 12 fois dans ma vie, mais c'est plutôt mais donc, tout ça pour te dire que, en fait, moi, je pense que c'est, d'être envahi par mes blessures, par tes anciennes blessures. Mes anciennes blessures, etc. Et en fait, du coup, de pas m'en sortir. De pas trouver, et en fait, c'est toujours la création ou le sens ou de m'incarner dans un projet
qui me redonne confiance en ça. Parfois l'amour aussi. C'est marrant, je me rends compte que je n'en parle jamais. Alors qu'en fait, mon ex-mari a quand même été une personne mais clé dans ma vie, mais vraiment très très clé. Donc parfois ça peut être l'amour, ça peut être un projet, ça peut être plein de choses, mais quoi, un truc qui te redonne un élan de vie. Ouais, exactement. Mais on a toujours l'élan de vie. Parfois c'est juste on l'oublie, où est-ce que je vais aller le chercher en fait. Mais ouais, c'est ça. Trop bien. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Franchement, je ne sais pas. Parce que j'en demande peu. J'ai remarqué. C'est très rare que je demande aux gens un conseil. Par contre, j'aime bien les mantras en ligne, les phrases un peu comme ça et tout. Et en fait, on en a parlé un peu tout à l'heure. J'aime bien le côté so what, tu vois. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer, même s'il se passe ça ou il y a un truc aussi, un mantra qui m'accompagne beaucoup, c'est this too shall pass. C'était à une époque, c'était mon fond d'écran. C'est marrant parce que c'est la phrase de Laurent Servan-Schreiber. Ah, c'est drôle. Ouais. Et en fait, je me dis, attends, ce moment-là, profites-en. Si c'est un grand moment de bonheur, ça va passer. Et si c'est un grand moment de douleur où t'es pas bien, etc., ça passera aussi. Donc, this too shall pass, c'est un truc qui m'accompagne beaucoup. J'adore. En fait. Trop bien. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Qu'on est beaucoup plus fort qu'on le croit. Ouais. Et qu'il y a beaucoup plus de douleur à lutter contre le fait d'être soi que de ne pas appartenir aux cases auxquelles on aimerait nous faire croire qu'on appartient, en fait. C'est beaucoup plus douloureux de lutter contre soi plutôt qu'être en marge d'une espèce de vie normale ou de ce que tu imagines que la société attend de toi. Se détacher des cases, quoi. Ouais. Mais surtout du fait qu'on pense que c'est beaucoup plus douloureux de sortir des cases, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus douloureux de lutter contre soi. Contre sa vérité. Hein. Très beau, très beau. Qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin? Une espèce de force vitale, une espèce de même quand je suis pas bien, qu'une mauvaise journée n'est pas une mauvaise vie et que donc chaque matin tu recommences, tu repars des surprises de la vie. Tu ne sais jamais. Le meilleur peut être à venir comme le pire. Une espèce de conviction que faut poser un pied par terre pour voir ce que la vie a à t'apporter. Et puis il y a des jours, il faut pour les gens qui nous écoutent qui sont pas, il y a des jours où si t'as pas la force de te lever le matin, tu l'as pas. C'est ok, oui. Si ce touche, le passe. Trop bien. Comment est-ce que tu progresses de manière personnelle? Qu'est-ce qui te fait grandir? Alors moi, j'en ai beaucoup parlé. L'art, les films, les lectures, les livres. Plein de références, c'est trop bien. Ouais, les séries. Moi, je suis très, très accro à la création. Pour raisonner, la musique, qui a une place énorme dans ma vie. Donc, je dirais vraiment les arts. C'est vraiment toujours les arts, ouais. Enfin, tu en as parlé tout à l'heure, mais j'aimerais juste que tu me le rappelles. S'il y a 3 valeurs qui peuvent se définir, ce seraient lesquelles? Alors, si on parle de mes valeurs... Cardinal, du coup, t'as la 6. Ouais. Mais du coup, si on parle de valeurs différemment, je dirais, il y a le respect de soi et donc des autres, l'intégrité pour soi et la passion. Je crois beaucoup au fait d'être passionné, d'être très engagé dans ce qu'on fait. Si on revient aux valeurs cardinales de ce qui te fait vibrer, on revient à partage, inspiration, création, être utile, apprentissage. C'est les 6. Génial. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Ça, c'est je sais. Ça, c'est vraiment un truc, je trouve c'est très difficile de s'en détacher. J'ai beaucoup aimé, je vais revenir à une référence, Alain de Botton, qui est un philosophe. Il a fait une super conférence, qui est en ligne sur YouTube, qui est sur changer la définition du succès, qui est vraiment, et je pense aussi Orelsan, qui a quand même sorti un album fabuleux il y a quelques jours, et il a une chanson qui s'appelle Rêver mieux. Je trouve assez génial. Je vais aller voir. Où il dit la réussite comme tu l'entends, célébrité, argent, tout ça. Oublie, rêve mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Pense à toi, pense à être bien. Il dit pense à être heureux. Moi, je crois pas tellement. Je suis pas du tout quelqu'un qui court après le bonheur. Je pense que c'est le sens qui nous apporte des moments de joie. Et donc, il faut mieux courir après ces moments de la joie. Elle peut venir 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Même dans une journée pourrie, tu peux la saisir en fait quelque part. Ça peut être quand je sais pas, quand t'es pas bien. Peut-être un moment que tu as volé, etc. Mais je pense que c'est très dur dans notre société de se dégager de ce que sont les éléments de la réussite qui ont, à 30 ans ou à 40 ans, tu as ça, tu as fait ça. Enfin, je veux dire, le fait que si t'as pas ta Rolex à 50 ans, soit devenu un mème sociétal depuis 20 ans, dit plein de choses. C'est la sort de ça. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est devenu un mème, un mime, mais un mème. Un mème. Moi, je dis mème. Un mème, pardon. Un mème. Mais ça dit vachement quelque chose de la société quand même. Et je trouve ça très bien en fait qu'on se moque de ce type-là, de cette phrase-là, et qu'on se dise en fait, la réussite ça revient. Moi je pense qu'une vie réussie ou une vie, ça revient à savoir pourquoi tu te lèves le matin et d'être en accord avec toi quand tu retournes dans ton lit le soir en fait, en ayant fait. Et parfois c'est des petites victoires. Il y a des mois où moi
Moi, j'ai l'impression, mais je peux écrire 100 pages en 2 semaines. Je suis comme une ouf. Il y a des mois, si j'ai réussi à aller faire mes courses, bah, c'est très bien. C'est ma petite victoire du jour. Je pense qu'il faut vraiment respecter les moments de vie, les traversées du désert, les moments plus difficiles, etc. Parce que je trouve qu'aussi, on se met vachement de pression. Moi, je suis une amie qui peut être assez dure dans le côté, enfin non, je suis pas dure. Je pense que... Exigeante, peut-être? Non, je pense que quand quelqu'un est pas bien autour de moi et tout, moi, je pense qu'il faut juste être là. Et il faut pas faire de l'espèce de pensée positive, allez, bouge-toi, etc., etc. Il faut laisser. Je dis, attends, t'es en hyper douleur, hein. Tu laisses la vague, là. Tu la prends, parce que je trouve que ça peut être très culpabilisant, encore plus douloureux de te dire, attends, je me sens comme une merde. Et en plus, je dois culpabiliser de me sentir comme ça, parce que j'arrive pas à me lever, parce que c'est encore plus difficile, c'est de la douleur dans la douleur. Donc, quand il y a ces moments-là, il faut vraiment les traverser. C'est comme des deuils, hein. C'est des trucs contre lesquels on ne lutte pas. Puis ensuite, la vie, on trouve quelque chose qui nous fait du bien. Le sport, cet ami-là, cette personne, ce livre, cette musique, et on se surprend à se relever. Génial, génial. Est-ce que tu as un mot de la fin? Quelque chose que tu aimerais partager? En fait, je t'avoue que on n'a pas fait le quart de mes questions, mais it's okay. It's okay. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses, qui font écho, et je me dis, c'est bien. Si les gens, l'important, c'est pas qu'on ait réponse à toutes les questions, c'est qu'on soulève des choses dans le cœur des gens. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? C'est ça. En fait, moi, je dis, même si on écoute mon parcours, nos parcours, ce qu'on échange, etc., s'il y a des choses qui résonnent pour les gens, moi, je trouve ça fabuleux. Mais finalement, la petite voix, la vérité de ce que vous êtes, de ce que vous devez faire, elle sait. Elle sait depuis le début. Et en fait, l'histoire de la vie, c'est de pas la faire taire, de l'accepter, même si il y a des moments de douleur, d'inconfort dans cette quête-là. Elle est réelle. Voilà, de l'écouter et de savoir, entre les personnes qui nous écoutent et nous, c'est la même aventure humaine, en fait. Donc, si toi, tu as réussi à bifurquer, à suivre tes envies, si moi j'ai réussi, je sais pas, à faire ça ou ça, c'est que les autres personnes peuvent le faire, et que même dans les moments de doute, qui chez moi sont immenses, voilà, il y a quelque chose, je pense qu'il faut pas avoir peur de ces moments-là et renoncer à soi. Moi, c'est vraiment une grande obsession. Je pense que c'est tellement plus facile parfois de se dire d'avoir un masque. Ouais. On parle de Lise Bourbeau, le masque. Exactement, de se dire c'est trop dur, c'est trop compliqué. Voilà, et puis faut avoir le courage de se retrouver. Oui, puis comme mot de la fin, moi j'aime bien toujours début. Il y a toujours quand il y a quelque chose qui se termine, c'est qu'il y a forcément voilà, toutes les portes peuvent être tous les murs peuvent être des portes. Ce qui est très dérangeant, c'est qu'entre quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence, il y a une espèce de chaos, de no man's land qui est très très difficile, qui est très désagréable, mais auquel on ne peut pas couper. Et derrière ça, il y a vous et votre vie, quoi. Trop bien, génial. Merci. Si les auditeurs veulent te suivre ou te joindre. Bon, alors moi, je suis trouvable sur les réseaux. Instagram, Axel Tess, Axel Tess sur les réseaux. Enfin, même si vous tapez Axel Tessandier, sur LinkedIn, pareil, Axel Tessandier, Twitter, voilà, vous me trouvez, vous pouvez m'envoyer tous les DM du monde, je réponds avec plaisir. Trop bien, elle est super cool. Donc, allez-y. Super, bah écoute, je te remercie. Merci à toi. C'était vraiment très très cool et je me suis amusée comme d'hab. Bah ouais, moi aussi, merci mille fois. Bisous, enfin bisous. Mais oui, allons-y. Allons-y. Rien ne va, allons-y.